Bonjour à tous et bienvenue à notre talk. Donc nous savons bien que ici se rassemblent essentiellement des développeurs et tout particulièrement des personnes techniques. Donc je pense qu'un grand nombre d'entre vous connaissent les API REST. Donc on va vous montrer un potentiel concurrent pour les prochaines années, qui n'est d'autre que les smart contracts basés sur la blockchain. Ce talk sera tourné autour de la problématique suivante. Ce sera comment améliorer les API REST avec la technologie blockchain et ses smart contracts. Mais avant toute chose, je vais laisser Didier présenter l'entreprise et l'équipe. Donc allô. Nous, on est TNS, donc Technology and Strategy. On est une société de services présente dans l'Europe de l'Ouest et Hong Kong et Singapour. On a trois grands domaines dans lesquels on peut intervenir. Une partie engineering, une partie digital, IT, et une partie consulting. Je vais pas représenter les technos à droite, mais c'est une partie de tous les éventails qu'on peut proposer et sur lesquels on peut accompagner nos clients avec des projets sur du web, du cloud et du mobile. Voici l'équipe qui a pu réaliser ce projet et a pu intervenir sur le développement et la présentation. Donc il y a moi-même Didier Gersheimer, je suis accompagné ici de Adrien Georgeon, et on a eu également Jean Ungerer et Erwan Lutz. Donc on va passer sur une petite question pour pour voir les connaissances, vos connaissances sur la blockchain. Donc est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler, avez une vague idée de ce que c'est? Être au courant du cours de crypto ou faites partie d'une communauté et être actif vraiment là-dessus. Ok, donc majoritairement une vague idée, sans plus vraiment, peut-être quelques experts. On va essayer de démystifier tout ça, de vous donner une meilleure idée de ce que c'est et comment on peut l'utiliser. Donc avant de passer vraiment sur la blockchain et le Web 3, je voudrais rappeler un peu ce que c'est Web 1 et 2. On va parler de Web 1, on va utiliser du Web 1 pour tout ce qui est recherche d'informations, moteur de recherche, partager ou rechercher des connaissances, mais c'est une communication qui est unilatérale. Il va pas y avoir de réel échange, ça va être principalement des sites web statiques. On parle alors de web de la lecture seule. Web 2, à l'inverse, on a une grosse partie tournée vers l'interaction et l'interconnectivité. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, des blogs et la création de communautés, des échanges directs. On met beaucoup plus l'accent sur l'expérience utilisateur et on parle alors de web de l'interaction. Donc prochaine question, c'est selon vous, qu'est-ce qu'apporte le Web 3? On a l'investissement et les crypto-monnaies, ou la blockchain, la notion de propriété, ou l'anonymisation. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc, toutes les réponses étaient bonnes. On va détailler ça sur la prochaine diapo. Let's go. Donc en fait, le Web3 va être étroitement rattaché aux technologies de la blockchain, donc décentralisation et anonymisation. En fait, le Web3 va surtout amener, là où Web1 c'était pour la lecture, Web2 pour l'écriture, on va amener une notion de propriété. On va pouvoir s'approprier quelque chose, un bien sur le web. Et bien sûr, qui dit blockchain dit information transparente et circuit monétaire hors de portée de tout contrôle. C'est sûr. Donc, en quelques mots, la blockchain, on peut la voir comme un registre de transactions infalsifiable et disponible à tout le monde. Et pour interagir avec la blockchain, il va forcément falloir passer par une transaction. Mais elle est disponible à consultation pour tout le monde. L'un des outils qu'on va utiliser pour interagir avec la blockchain, c'est, là on va présenter MetaMask, qui est un portefeuille connecté, disponible soit sur mobile, soit sur en extension sur navigateur. Donc c'est un portefeuille qui permet de baser sur les blockchains, qui supporte les blockchains basées sur Ethereum. Les propriétaires et l'unique détenteur des crypto-monnaies qu'il contient. Et c'est basé sur une clé privée. Donc c'est une clé privée on en est propriétaire tant qu'on a cette clé privée et qu'on en est le seul détenteur. Si quelqu'un d'autre la trouve, on perd bien sûr notre porte-monnaie.
et il peut faire des transactions en notre nom, et on garde à disposition également une clé publique qu'on va pouvoir partager et que les autres vont pouvoir utiliser pour, par exemple, nous envoyer des ressources. Donc, question encore une prochaine fois. Quel est le langage de programmation utilisé pour écrire des smart contracts sur la blockchain Ethereum? Donc, on a le C, Solidity, JavaScript ou Miniscript. La réponse était très bien Solidity. Donc pour faire un petit moment historique, donc c'est Nick Szabo en 1994 qui a amené la notion de smart contract. Donc cette notion de smart contract a été notamment réutilisée par Satoshi Nakamoto pour la création du protocole Bitcoin, puis par d'autres blockchains après, par la suite. Donc le but du smart contract, c'est qu'il se base sur la blockchain et qu'il est en totale autonomie. Il n'a pas besoin de l'intervention d'un tiers pour pouvoir être utilisé. Ce programme informatique, il est totalement irrévocable. Une fois qu'il a été publié sur cette blockchain, il ne peut plus être supprimé. Et bien sûr, tous les smart contracts sont identifiés grâce à leur adresse publique, qui permettent du coup de interagir directement avec ce dernier du moment qu'on a son adresse. Pour ce qui est de l'utilité, donc ça va pouvoir permettre tout d'abord de soulager potentiellement la justice dans tout ce qui est au niveau contractuel, parce que du coup ce ne sera plus basé sur le code, enfin sur la loi, mais directement sur le code. D'où le terme le code is law. Pour ce qui est des smart contracts, ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils permettent de faire des transactions, mais aussi de pouvoir signer des contrats et ainsi donner son accord sur différentes choses. Ça permet aussi de sécuriser l'accord entre deux acteurs, parce que du moment qu'ils ont signé le contrat, ce contrat sera toujours visible et nous verrons qui a validé ce contrat, et même avec la date, etc. Ça va permettre aussi de diminuer les coûts intermédiaires, étant donné que les transactions sont rapides, et du coup permettent aussi de ne pas passer par des banques ou ce genre de choses. Ça passe directement d'un acteur A à un acteur B. Pour ce qui est de leur utilisation, donc ça va permettre de faire des échanges décentralisés, de faire des levées de fonds, mais aussi des prêts. Nous avons aussi le système de DAO, donc c'est une organisation qui est totalement autonome et qui est basée sur la blockchain. Donc dès qu'il y a une décision qui doit être prise sur cette DAO, eh ben, elle est soumise à un vote, et ce vote est voté par les personnes qui participent à cette DAO. Il y a aussi au niveau des assurances, donc comme j'ai pu le dire avant avec les contrats, il y a aussi le côté de la supply chain, donc notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, où les personnes vont pouvoir voir la traçabilité des aliments et pouvoir ainsi juger du potentiel transport et de la logistique autour de ceci. Donc bien sûr, comme toutes les technologies, il y a des risques autour. Donc le principal risque des smart contracts, c'est que c'est visible par tout le monde, étant donné que c'est sur la blockchain. Et du coup, l'assaillant peut potentiellement trouver ce smart contract, identifier les potentielles faiblesses et les exploiter. Étant donné que le smart contract, une fois qu'il est publié, il ne peut plus être supprimé, c'est un gros problème là-dessus. Donc pour éviter ce genre de problème avec des failles vraiment importantes, on peut faire appel à des cabinets d'audit qui vont auditer notre code et ainsi patch les vraiment bugs vraiment importants. Il y a aussi l'utilisation des standards vérifiés et certifiés, dont notamment par OpenZeppelin, qui est un acteur connu du marché qui permet justement d'éviter des grosses failles de sécurité dans nos différents contrats. Il y a aussi bien sûr l'utilisation commune des bug bounty afin de récompenser les personnes sur des potentiels bugs qu'ils auraient trouvés en fonction de la gravité. On va passer à une rapide comparaison entre les API REST et les smart contracts. Donc l'API REST, elle est très souvent publiée par un seul et même acteur, donc elle est centralisée. Et si cet acteur décide de la rendre publique, elle est très souvent limitée, que ce soit au nombre des appels ou alors au nombre des routes qu'on peut appeler. Il y a aussi les smart contracts qui eux sont décentralisés et donc entièrement publics étant donné qu'ils sont sur la blockchain. Pour ce qui est de l'aspect financier, donc au niveau des API REST, si on veut décider de mettre un système financier, nous sommes obligés de faire un départ from scratch. Nous sommes obligés d'utiliser des frameworks ou des packages qui vont nous permettre du coup de créer un système financier global. Tout l'inverse du smart contract qui lui se base sur les méthodes fournies par la blockchain et permettent ainsi de faire un système de paiement global et ainsi sécurisé. L'un des avantages qu'a l'API REST comparé au smart contract, c'est qu'elle est évolutive. Si jamais on venait à rencontrer un problème, il suffirait de republier une API et ça écraserait l'ancienne. Alors que le smart contract, une fois qu'il est publié, il ne peut plus être supprimé. Donc nous allons devoir republier un smart contract
et du coup le retransmettre aux potentielles personnes qui utilisaient le précédent. Le gros problème de ça, c'est que si des gens ont bloqué, si un bug a fait bloquer des fonds sur un smart contract, il ne pourra plus être récupéré, étant donné que une fois que l'argent est sur le smart contract, c'est terminé. On va vous donner un petit schéma du récapitulatif de comment s'organise le réseau. Donc tout en haut, la brique principale, c'est le réseau, donc dans notre cas Ethereum, qui lui est composé de plein de smart contracts. Ces smart contracts, donc, sont, on va dire, le back-end, et du coup, de l'autre côté, la page web, le front-end. Donc en fait, l'utilisateur va pouvoir appeler ces smart contracts par l'intermédiaire de MetaMask, comme a pu l'expliquer Didier juste avant, qui va permettre ainsi de signer les transactions ou signer les différents accords par le biais de la page web. Et je vais laisser Didier présenter un peu le projet. Donc pour illustrer un peu tout ça, on a voulu partir d'un projet qui fonctionne sur les wallets et les transactions. On n'a pas du tout, le projet lui-même tourne sur React. On a utilisé des smart contracts sur Ethereum et une librairie Web3.js pour interroger ces smart contracts. Le projet lui-même, c'est une fabrique de wallet, donc une interface simple que l'utilisateur va pouvoir utiliser pour créer des smart contracts, créer des wallets partagés. Les trois portefeuilles qu'on propose de créer sont, le premier c'est un portefeuille partagé que le propriétaire va pouvoir créer, définir des bénéficiaires et le montant qu'ils ont le droit de retirer sur ce porte-monnaie. Le deuxième, c'est une levée de fonds. Donc là, on connaît tous un peu les crowdfunding, Kickstarter, etc. Ça permet de défendre son projet, demander un goal à atteindre dans un certain temps pour réaliser le projet. Et le dernier, c'est un pot commun, donc pour tout ce qui est sortie, voyage, où on partage les frais et à la fin, on répartit équitablement. Donc on va passer sur une petite démo. Voici, c'est rapide, on a la page web, pour le moment elle est blanche, on a en haut à droite sur le navigateur l'extension MetaMask qui est notre portefeuille. La première chose qu'on voit, c'est qu'il nous prévient que le site web essaye d'accéder à nos comptes, donc il veut accéder en fait à la clé publique pour nous proposer des transactions, etc. Donc on va s'authentifier pour le bien de la présentation sur 3 comptes différents. Donc là on a le premier, John, qu'on va pouvoir utiliser pour créer, qui va pouvoir créer un smart contract. Là, on nous propose de créer un portefeuille partagé. On va cliquer sur le bouton, ça nous propose une transaction qui va en fait créer et déployer un smart contract pour nous. On en est le propriétaire, on valide. On a notre portefeuille dans la liste des portefeuilles. En arrivant sur le détail du portefeuille, on a toute une interface où on peut gérer. On voit que pour le moment, le portefeuille est vide. Je peux décider de déposer un peu d'Ethereum dedans. Donc, faut forcément, quand on veut modifier la blockchain, il faut forcément passer par une transaction. J'ai déposé 4 Ethereum dedans. Je peux maintenant ajouter un bénéficiaire. Donc là, je vais ajouter le deuxième portefeuille qui était connecté. Le deuxième compte connecté, je vais lui l'autoriser à retirer jusqu'à 2 Ethereum du portefeuille. Je confirme la transaction. Si maintenant je décide de changer de compte et de me connecter avec le deuxième compte, je retourne sur la page du contrat, donc j'ai moins d'options pour configurer le contrat. Vu que je n'en suis pas propriétaire, j'en suis uniquement bénéficiaire. Mais je vois en haut que je peux retirer jusqu'à 2 Ethereum du portefeuille. Donc je décide d'en retirer jusqu'à 1,5 pour montrer. Ça passe également par une transaction, on confirme. On voit que l'Ethereum atterrit dans le portefeuille directement. Ça c'est bon. Et maintenant, on va changer de compte, montrer un autre type de portefeuille. On va utiliser le troisième compte pour ça. Donc on a changé de compte, on est sur le dernier compte qui est Eric. Lui ne voit pas de portefeuille sur son compte, il n'en est ni propriétaire ni bénéficiaire. Donc on va en créer un autre, on va créer un crowdfunding, une levée de fonds avec un objectif de 10 ou 15 Ethereum, et une date de fin à la fin du mois. Donc pareil, on passe par une transaction pour créer le portefeuille, le déployer. Il est disponible, je le vois, je peux aller dessus. Et voilà la page de gestion d'un crowdfunding. Donc on a toutes les options en dessous. On voit l'objectif, la date limite, ce qu'on va atteindre. On a également pour le crowdfunding une notion de hors rang.
pour valoriser en fait les personnes qui donnent jusqu'à un certain montant. Par exemple, si l'objectif du crowdfunding, c'est une levée de fonds pour la rédaction d'un roman, on pourrait dire que un certain rang, pour les personnes qui donnent plus d'un tel montant, on va vouloir donner un accès anticipé à la ressource qu'on crée. Donc là, on a créé un rang avec, pour les personnes qui donnent plus d'un Ethereum, peuvent demander un rang VIP. On va retourner sur le compte de Morty qui avait retiré 1,5 Ethereum. On est sur la levée de fonds. On n'a pas autant de gestion qu'avant, mais je peux décider de donner et de participer à la levée de fonds. Donc on va donner les 1,5 Ethereum qu'on a retiré du wallet partagé avant. Et on va demander, bien sûr, vu qu'on est au-dessus d'un Ethereum, on peut demander à avoir le rang VIP. On confirme. Et on est maintenant donateur du projet. Donc on a bien déposé 1,5 Ethereum. Et qu'on est et que le projet avance, que la levée de fonds avance. Voilà, c'est un peu tout pour la démo. On peut retourner peut-être, si on peut ouvrir sur les portefeuilles. On est sur le compte de Morty. Donc si on vient sur la page d'accueil, on voit normalement les deux porte-monnaies, vu que je suis bénéficiaire du shard wallet, je le vois dans mes comptes. Et j'ai participé au crowdfunding, je le vois également. Si maintenant je change de compte, je verrai que les porte-monnaies qui m'appartiennent. Voilà pour la démo. Donc on peut, pour conclure rapidement sur les API REST et les smart contracts, on a vu que les API REST fonctionnaient sur un système de route qu'on va pouvoir interroger avec différentes méthodes, get, post, put, etc. Là où pour un smart contract, on va appeler des méthodes directement sur smart contract. Il y a des méthodes qui sont en lecture seule, qui ne vont pas modifier la blockchain, qui sont appelables gratuitement, mais il y a des méthodes qui vont modifier la blockchain, par exemple la création d'un contrat ou le changement d'une valeur sur un contrat, qui elles vont être payantes. Les API REST, on va les utiliser dans un usage qui est très vaste, très général, là où aujourd'hui les technologies liées à la blockchain ont un usage bien plus spécifique. Les smart contracts aujourd'hui c'est fait pour faire des transactions. On peut principalement en échange de biens, etc. Les API REST, on avait vu avant, sont évolutives, on peut redéployer des versions, créer d'autres instances, là où un smart contract est permanent, il peut pas être modifié, et si on veut redéployer une nouvelle instance, on n'a pas la garantie de pouvoir migrer tout sur le nouveau. Un dernier point qui est pas là-dessus, mais que j'aime beaucoup, c'est au niveau de l'hébergement des API. Il faut des serveurs, que ce soit les nôtres ou un service, donc c'est un hébergement qu'il faut payer. Là où un smart contract, une fois qu'il est déployé, ça ne nous coûte plus rien. C'est les utilisateurs après qui vont payer les transactions pour interagir avec. Les smart contracts sont principalement utilisés, on l'a vu, pour l'échange de biens. Ici, on transférait des Ethereum, mais on pourrait très bien échanger. On connaît les NFT ou alors des accords. Bien sûr, les NFT peuvent comporter potentiellement des frais élevés. Ça dépend de la complexité de la fonction qu'on appelle. Et c'est fait pour échanger la monnaie à l'échelle mondiale. Avant de continuer, je voudrais parler de workshop. Donc là, on a fait un overview de ce qu'était un smart contract, ce qu'on pouvait faire avec, mais on va pas vraiment dans le code. Donc pour ceux que ça intéresse, on propose de mettre en place des workshops où là, on vous accompagne dans la découverte de Solidity, le développement et le déploiement de smart contracts. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir tout de suite après ou au stand dans la journée. Merci de votre participation. Et on a, juste avant de passer sur les questions, le QR code si vous voulez accéder aux sources du projet. Il est sur GitHub, soit en scannant le QR code, soit en tapant DFS 2022, vous trouverez le projet sous le compte Kerchemin Didier.